pour ça que je laisse la parole à mes confrères. Après, on revient vers vous, à mes confrères de libre pratique, soit le Dr Fez, soit le Dr Yannick, concernant actuellement votre expérience dans le traitement de la Covid, en ambulatoire. Je remercie l'assistance, les amis ici présents, mes confrères et notre aîné ici présent. Moi, j'insiste sur une chose. J'ai été touché par un laboratoire pharmaceutique que je me réserve de le citer pour détailler un sujet très important. La question était très intéressante. Est-ce qu'on va vivre de la même façon après le Covid? Et ça touche tous les aspects de la chose, en l'occurrence l'aspect sanitaire. Maintenant, quand on veut détailler le sujet, le professeur Ziane l'a très bien dit, on a fait beaucoup de failles, on a fait beaucoup de bêtises, entre autres la formation médicale. Nous sommes en train de discuter, non pas l'aspect technique de la chose, de la pandémie, mais plutôt l'aspect sociétal. C'est de l'anthropologie qu'on est en train de parler aujourd'hui vis-à-vis à cette infection. C'est très important de citer ça. Nous venons d'entendre nos deux experts, et tout un chacun explique qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas, qu'il a des problèmes. Et c'est là, on doit donner des réponses à ça. Ce n'est pas une notion scientifique. Une notion scientifique, tout le monde est sur le même pied d'égalité, que ce soit aux États-Unis, en Inde, en Japon, en Chine ou en Algérie. On est tous démunis devant ce virus. Pour cela, moi, je pense que dans le secteur privé, en ce qui me concerne, moi, je suis président d'un syndicat, je touche à tous mes confrères, et je dirais que malheureusement, nous sommes dans un pays où nous avons un ministère de la santé publique. On oublie une partie énorme de ce système de santé qui est majoritaire, et imaginez-vous, dans une société où il est majoritaire, la majorité absolue, 70% des actions, et en fin de compte, tu n'as pas le droit de citer, tu n'as pas le droit d'être présent, tu n'as pas le droit de figurer sur les décisions. Nous avons eu notre lot, sans débilité qui que ce soit, nous avons eu des confrères, et c'est vraiment malheureux, surtout infirmiers, médecins qui ont vraiment donné beaucoup de sacrifices. Nous avons eu sur les 150 médecins décédés, maintenant nous sommes à 91 privés, médecins généralistes privés. Pourquoi j'insiste sur les médecins généralistes, tout en omettant intentionnellement les autres? Parce que, en fin de compte, nous avons toujours dit que la première barrière, les premiers boucs émissaires, c'est le cabinet privé, c'est le médecin de famille. C'est lui qui conditionne, c'est lui qui gère la santé des gens. On a oublié ça en matière, malheureusement. Et c'est pour cela que, parce que tout simplement, on s'est vu en mois de février démunis de tout moyen de protection. On était dans l'obligation, dans un cadre organisé, de manufacturer tous nos moyens de bavettes sur blouse, ainsi de suite. Ça, sur le plan logistique. Maintenant, sur le plan technique, moi je crois que ce protocole qui nous a été imposé par la centrale, on a toujours centralisé les décisions en Algérie, et c'est ce qui a fait que même nos confrères, qu'on comprend très bien, quand on discutait de la corticothérapie avant la deuxième vague, bien avant, en mois d'avril, on a discuté de la corticothérapie, ils ont refusé la corticothérapie, pour une raison simple, que la corticothérapie est contre-indiquée lorsqu'il y a une infection virale. Pour la deuxième raison, ils étaient liés par un protocole qui venait de haut. Et c'est ça, on n'a pas laissé aux gens cet esprit d'initiative qui permet à tout un chacun d'innover et de remonter les décisions à une commission de wilaya qui n'a vraiment pas existé, elle était boiteuse, elle a pris des décisions au niveau de Belhabbas qui n'étaient pas, à mon sens, qui n'étaient pas logiques. Fermer un grand service de traumatologie alors que le service de Covid soufflait très bien, moi je ne comprends pas. On a fait des bêtises. Dans le commencement des choses, on a hospitalisé à tort et à travers. Moi je rejoins mon confrère quand il nous parle d'infection, de surinfection, mais je n'ai pas entendu un seul de nos confrères nous parler de l'augmentation de la charge des infections nosocomiales. En l'occurrence,
l'augmentation de la charge virale chez un malade à 20% comme hospitalisé auparavant, qui va devenir à l'intérieur de l'institution à 80%. Et c'est pour cela que le secteur privé, il a rendu beaucoup de services. Pourquoi? Parce qu'on a notre lot d'expérience. Moi, je vais faire rire parce que moi, le premier diagnostic que j'avais, c'est mon oxymètre. Chaque fois que j'ai une désaturation en oxygène, je vais prendre ma décision. Qu'est-ce que je vais faire de ce malade? Et je vais faire un check-up. Qu'est-ce qu'il présente comme pathologie? Qu'est-ce que je peux lui rendre? C'est très important. Il y a un déni total au sein de la société. Il y a un déni total. Il y a une anomie au sein de nos gouverneurs. Parce que tout simplement, c'est des malades qui refusent l'hospitalisation. Figurez-vous, au mois de juillet, août, septembre, avec la chaleur qui régnait, les gens ne voulaient pas se faire hospitaliser. C'était à nous de prendre en charge. Et c'était médico-légal, obligatoirement. Tu dois prendre en charge Et c'était nous, les médecins privés, qui ont innové, plutôt, je dirais, imité le protocole anglais, et on a commencé à utiliser la corticothérapie. Elle a donné des résultats spectaculaires chez des malades de 92 ans. C'est des exemples que j'ai à mon niveau, des malades à 92 ans présentant des comorbidités extrêmes et qui ont répondu très bien grâce à notre examination. Chose qui a fait du retard au sein du secteur public. Ce n'est pas parce que nos confrères n'ont pas la science voulue, mais parce qu'ils étaient écrasés par des décisions qui venaient d'en haut. Et c'est pour cela que moi je suis révolté. Je suis révolté parce qu'on nous donne l'impression qu'on ne va pas changer après le Covid. Parce qu'en fin de compte, si on ne tire pas les conséquences, ça n'a servi à rien d'avoir eu tous ces pertes au sein de nos confrères et au sein de nos concitoyens. Il y a quand même des دروس اليوم وعلى أساس هذه الدروس اتخذ إجراءات جديدة على مستوى الوطني bien sûr et de 1 et de 2 au niveau local. Ça m'a fait de la peine de trouver un directeur de PH demander de la charité. Ça me fait de la peine d'entendre qu'un réanimateur, il se trouve avec 4 infirmiers pendant une garde. 2 infirmiers pendant une garde. Donc, l'aspect technique, médicaments, donner quoi, l'oxygénothérapie, moi je vous ai entendu parler de l'oxygénothérapie à domicile. On n'a pas trouvé mieux. Il y a des idées reçues, il y a des fake news. Donc, en fin de compte, nous nous sommes trouvés dans une situation où nous étions obligés de lutter contre tout le monde. Contre le déni, contre les charlatans, et ne citer que ceux-là. Les charlatans qui donnaient du tout et du n'importe quoi, Zatar, ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait que la mission était un peu plus difficile que celle qui a régné ailleurs. Je me souviens très bien qu'on a fait des bêtises, et parmi les premières bêtises, c'est qu'on a retardé les vols émanant de France. Alors que tous les confrères en Algérie, moi j'ai eu l'écho de tout le monde demandait à ce qu'on arrête les vols de France. Nous avons eu, encore une fois, d'autres problèmes que je vais m'épargner de citer parce que c'est des trucs mesquins qui ont fait du tort à nos malades, qui ont fait du tort à nos concitoyens. Docteur Fassou, docteur Benouidia, donc au niveau de votre cabinet, vous avez reçu beaucoup de malades qui refusaient de partir à l'hôpital. Ça fait très bien, donc on refuse d'emblée de partir à l'hôpital. Ça, ils ont cette peur de partir à l'hôpital parce qu'ils savent bien que la prise en charge n'est pas totalement effective. Donc les moyens de diagnostic que vous avez utilisés, les moyens de diagnostic en l'absence de la PCR, en l'absence des tests sérologiques au début, la première phase, les moyens de diagnostic et les traitements dans la première phase. Merci beaucoup. Madame Bismillah Rahman Rahim, je remercie le professeur Ziane, je remercie notre ami Dr Hachi, le réanimateur. Ils nous ont vraiment appris beaucoup de choses. Mais nous, en tant que médecins généralistes de ville, médecins généralistes isolés depuis le début de la pandémie, on a été vraiment laissés pour compte. Personne ne nous a contactés, ni la DSP, ni la Wilaya, ni le comité qu'ils ont installé. On ne nous a jamais soufflé un mot sur le protocole. On ne nous a jamais parlé de ce Covid. Le Covid, on l'a appris tout seul. On était des orphelins, on était tout seuls. Heureusement, on a un collectif
On a inquiété de notre syndicat, notre association, qui chaque fois on se retrouvait, on parlait entre nous-mêmes. Heureusement qu'on a un professeur Ziyad qui nous répondait. Alors, Khouya, chauffeur, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le protocole? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on a un professeur Ziyad qui a ouvert une page Facebook sur le pneumo, où il y a toujours des nouveautés. Le pneumonet, l'Algérie. Alhamdoulilah, on a appris dans le tas comment prendre en charge. Et pour répondre à votre question, au début, on a été assaillis par des malades. On ne comprenait pas ce qui se passait. Même pas, il y a eu l'alerte. L'alerte de la télévision, dans les réseaux sociaux. Mais localement, on n'a rien entendu. Ouais, l'autre, il n'y a pas de santé publique en Algérie. Il n'y a rien. Il y a un conseil scientifique, mais je pense qu'il n'y a pas de médecin fait. Il n'y a pas de représentation de médecine générale. Alors que la médecine générale, il n'y a pas que dans la ville, qui est fait le Marhoum, qui est fait Ouatsba, qui est fait Zegla, il ne faut pas voir la ville. Il y a des médecins généralistes partout. Ils sont partout installés. Personne ne leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment il faut traiter et qu'est-ce qu'il faut et comment traiter cette pathologie. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de malades. Au début, on tâtonnait, mais on a appris dans le tas à prendre en charge nos malades grâce à nos aînés, grâce à nos professeurs. On a commencé à utiliser des protocoles et aussi, on a appris beaucoup de choses par notre lecture des différentes. Actuellement, il y a une richesse de publications qu'on est en train de voir dans les sites et qui nous ont appris à comment manipuler certains antibiotiques pour éviter, comme a dit Dr Hachi, les surinfections. Maintenant, on a un diagnostic, au début, vous avez utilisé la TDM au début? Au début, on n'a utilisé que la TDM, parce que la PCR, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je suis? Et jusqu'à maintenant, tout le monde la PCR, il dit que les écouvillons. Les signes cliniques, hein? Bon, on a fait cliniquement, on diagnostiquait la pathologie. Même si les gens ont les moyens, on leur faisait des scanners. Sinon, le pH, c'est vrai que le pH au début, ils ont fait énormément de scanners. Je remercie et je félicite le pH. Et sauf, jusqu'à 120 scanners jour. Hein? Donc, ils nous ont aidés par le diagnostic, par le scanner. Les images étaient évidentes et on commençait directement le traitement. Et généralement, comme ils l'ont expliqué mes confrères, on utilisait la bithérapie en antibiotiques. Et moi, dès le début, j'ai utilisé la dexaméthasone. Nous, on a une histoire avec la dexaméthasone à nos professeurs Ziyad. On l'a utilisé même dans les années 90, c'est quasi. Dans un certain moment, on l'a utilisé même dans les bronchopneumopathie virale. Et même on a utilisé à un certain moment. Et puis, on ne savait pas pourquoi ça guérissait rapidement. Mais on l'avait utilisé. Dès le début, j'ai utilisé la dexaméthasone et je travaillais avec. Mais ce qui a été rajouté, c'est la dose. La posologie de la dexaméthasone et les anticoagulants. Au début, on ne les utilisait pas. Même on nous a informés et on nous a formés comment utiliser Et c'est une formation continue. C'était des autodidactes. Hein. Personne n'est venu nous apprendre comment traiter, comment utiliser les anticoagulants. Et les anticoagulants, ils ont l'utilisation elle est spécifique, il y a des règles, il y a la BMI, il y a les dédimères, il y a plein de choses, comment utiliser la dose, etc. Bithérapie ou la hormonothérapie. Voilà. Donc, après, on a appris. Et la deuxième vague est venue, maintenant on est beaucoup plus à l'aise, pour vous dire. On est plus à l'aise dans la prise en charge. On a plein de malades hospitalisés à domicile, chez eux. On utilise l'oxygénothérapie, ceux qui ont les moyens, les concentrateurs d'oxygène, on les traite, on les suit, et dès que ça nous dépasse, dès que ça arrive à une détresse respiratoire véritable, on les envoie à l'EPH. Voilà. Merci, docteur Boudria. Moi, je voulais poser la question au docteur Senachi. Oui. Docteur, vous, comme vos confrères, vous avez utilisé le même protocole de traitement au niveau du cabinet public. Mais la question que je vous ai posée à vous, par la pour un peu le débat à ce niveau, est-ce qu'il y a eu, comme auparavant, on déclarait les maladies à déclaration obligatoire? Est-ce que pendant cette période de la Covid, est-ce que vous avez eu des relations avec la direction de la santé ou la cellule de veille pour une déclaration de vos malades concernant le Covid, pour problème statistique, problème épidémiologique?
qui est très important. Est-ce que vous avez eu cette relation? Est-ce que vous avez déclaré tout malade qui est venu vous consulter avec le diagnostic de la Covid? Et comme vous l'avez si bien dit, c'est une maladie émergente, une maladie nouvelle qui nous a pris à court parce que beaucoup de gens, pour vous dire qu'il n'y a aucun expert de la Covid, il n'y a aucun expert. Jusqu'à maintenant, on tâtonne à gauche et à droite. Donc, comme on a été pris de court pendant la première vague, les généralistes, je parle uniquement des généralistes, parce que je suis le représentant, les généralistes, au début, il y avait cette peur noire d'attraper le Covid, la Covid plutôt. Donc, la première vague, on peut dire que les généralistes étaient un petit peu désorientés, vraiment désorientés, jusqu'à la fin de la première vague. L'été, début de la deuxième vague, oui, grâce aux réseaux sociaux, les généralistes commençaient un petit peu à voir un petit peu clair la prise en charge et gérer aussi la phobie de la mort, la phobie du décès. C'était très très pénible pour les généralistes. En plus, qu'il n'y avait aucun moyen de protection, ça tout le monde le sait, et inutile de revenir là-dessus. Alors, à un certain moment, c'était vers la fin de la première vague, je me rappelle très très bien, on recevait des circulaires par Facebook, des circulaires du ministère de la Santé, le circulaire numéro 1, numéro 2, la prise en charge, numéro 3, mais les généralistes, qu'est-ce qu'il y a un interlocuteur direct avec la DSP pour savoir ce qu'ils vont faire avec les malades diagnostiqués dans leur cabinet. À un certain moment, ils disaient qu'il fallait contacter les CEMEP, les fameux CEMEP, mais rien n'a été fait, parce que beaucoup de médecins généralistes ne savaient pas comment faire devant un cas positif. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait le déclarer? Chez qui fallait-il le déclarer? Comment fallait-il le déclarer? Feuille de route. Voilà. Donc, c'était le désordre total. Là, je le dis, c'était le désordre total. Je l'ai vécu, ma docteur Fess. Oui, on avait demandé au CNEP de contacter les médecins généralistes privés. Les médecins privés, mais je la ville, les environs, il y a énormément de généralistes. Comment? Qui dit? Il y a des malades aussi dans les villages. Qui dit déclarer? Comment tu déclares? Il y a eu une désorientation, plutôt une désorganisation, manque de communication. Il fallait se débrouiller. Et jusqu'à maintenant, tel drogue. Donc, c'est grâce aux réseaux sociaux que les généralistes, parce que là, on voulait faire de la formation médicale continue pour essayer d'aider les généralistes à prendre en charge. Alhamdoulilah, c'est les réseaux sociaux qui ont pris le relais. C'est les réseaux sociaux, c'est les publications. Chaque jour, il y a des dizaines et des dizaines de publications. Et les protocoles sont connus actuellement. Et ils sont connus. Il y a des dégâts collatéraux. Ça, le docteur, professeur Zian ou le docteur Hachi, il y a des dégâts collatéraux. Donc, on a appris sur ces dégâts-là. On a beaucoup appris sur ces dégâts-là. L'évolution de la chose, elle s'est faite sur ces dégâts-là, sur ces défaillances, sur ces anomalies. Et il faut dire un point important, la majorité des consultations actuellement se font en milieu libéral, c'est-à-dire pratiquement la prise en charge totale de la Covid se fait en ambulatoire, sauf pour les cas où il y a des comorbidités et tout. Donc à ce moment-là où il y a des problèmes techniques tels que la désaturation, où là, le malade n'arrive plus il fait ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire, à ce moment-là, il peut... Parce qu'ils ont remarqué qu'au niveau de l'EPH, il n'y a pas beaucoup de malades qui viennent. C'est par rapport à la première vague. Deuxième vague, les gens ne vont plus. Il y a une réticence. Il y a une réticence. Quand tu lui dis il faut passer par le PH, il dit non, je préfère mourir chez moi que d'aller au PH. Là, ça reste un point d'interrogation. Les gens, ça c'est la volonté des malades. La volonté des malades, là que tu le traites. Et en plus, le généraliste, il a acquis une certaine assurance, une certaine maîtrise du protocole. Parce qu'il y a eu des cas, oui, alhamdoulilah, je ne sais pas, il y a des spécificités probablement liées à nos malades, peut-être à notre région, à notre géographie, à notre climat, les spécificités qui ont fait que la Covid chez nous n'était pas tellement virulente qu'ailleurs. Donc, les malades, on les recevait, même des sujets âgés, avec des comorbidités. Les généralistes, chaque fois, on se téléphonait, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai reçu, il y a le téléphone qui a été donc on a un alhamdoulilah.
des comorbidités qu'on on les prenait en charge à la maison avec un concentrateur d'oxygène. Je ne sais pas, tout à l'heure, docteur Achig, l'oxygénothérapie, c'est vrai. Non, on n'est pas expert en oxygénothérapie. Ça, devant l'urgence, hein, un malade avec Oulada, il dit le concentrateur d'oxygène, je m'en fous. Tu es obligé d'abdiquer ou tout que Allah. Il faut le dire. Hein. Tu traites tout que Allah. Et c'est comme ça qu'on a eu des résultats. C'est comme la majorité des malades qu'on a chauffé les généralistes. La majorité des malades, il faut le généraliste. Sans moyen de protection. Sans moyen, les moyens de protection, c'est inutile. On a fait un geste, le syndicat et l'association, et tout le monde est au courant de ça. À gauche, à droite, parce que le médecin, c'est lui, le généraliste le privé, il faut qu'il se protège quand même. Je ne vais pas le jeter dans la gueule du micro. Et il faut qu'il se protège pour mieux prendre en charge ses malades. Alhamdoulilah, la deuxième vague, pratiquement 90% de la prise en charge des malades se fait en ambulatoire. Ce n'est pas 100%, mais à peu près 90%. Alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Malgré tout ce qu'on dit actuellement à propos des décès, mais ça se passe très très bien. Il y a une assurance et les résultats sont là. Voilà. Merci, docteur Kaboul. Avant de passer à cette santé publique, je voudrais donc revenir. Avant de passer à cette santé publique, je voudrais donc revenir au professeur Ziane. Maintenant, le problème de guérison. Le problème de guérison. Est-ce que maintenant la guérison est effective? Est-ce que la guérison est totale? Est-ce qu'on peut parler d'une guérison qui est quand même douteuse? Donc là, et puis le problème d'immunité après une guérison. Je m'attendais à cette question, mais j'allais en parler à la fin. Il y aura un post-Covid, c'est sûr. Il y aura des suites, surtout sur le plan pulmonaire. Tous les malades qui ont fait des lésions, surtout à partir de 50%, vont faire des fibroses pulmonaires. Et il faut préparer les gens et surtout informer et former les médecins à la prise en charge de ces malades en cours. Ils vont faire. Déjà, il y a un syndrome post-Covid. Un syndrome, je parle d'un syndrome pas radiologique, un syndrome clinique. Beaucoup de malades font des syndromes neurologiques. Beaucoup de malades font des troubles psychiques. Allez demander au psychiatre le nombre de malades qu'ils reçoivent. Troubles anxieux. Ils font des troubles métaboliques, ils font des problèmes cardiaques, Diabète. des problèmes de réveil d'un diabète, des problèmes vasculaires. Tous les malades presque font. Donc, et cette prise en charge nécessite encore une redynamisation de la corporation pour prendre en charge ces malades post-Covid.